Bonjour à toutes et à tous, donc présents ici aujourd'hui et puis on sait que vous êtes également nombreux à distance. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires et notamment en charge du pilotage du Hub. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Michel-François Delannoy, directeur de l'appui au territoire, pour ce premier rendez-vous de notre cycle adaptation au changement climatique. Alors bien sûr, c'est une thématique majeure pour l'ensemble des territoires et pour ouvrir notre cycle, nous allons aborder le sujet de la planification parce que face à la montée des aléas climatiques, les territoires doivent anticiper, structurer des réponses et intégrer l'adaptation dans leurs projets à long terme. Mais comment établir une trajectoire, quels outils mobiliser et comment embarquer tous les acteurs autour d'une vision partagée et cohérente? Ce sont certaines des questions essentielles de notre événement de ce matin. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots sur le Hub des Territoires pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore. C'est un espace donc physique et digital créé par la Banque des Territoires pour réunir les acteurs territoriaux, publics comme privés, pour capter la demande des territoires, analyser leurs besoins, co-construire des solutions efficaces. Et ce qui nous tient aussi fortement à cœur est de partager des retours d'expérience. Aujourd'hui, concrètement, on organise des temps d'échange, des rencontres, des débats pour que chacun puisse exprimer ses idées, ses solutions, ses besoins et faire résonner cela avec d'autres acteurs présents dans les territoires et qui partagent ces mêmes problématiques. On a une conviction très forte, celle du faire ensemble. On le fait déjà depuis 4 ans avec plus de 300 événements déjà organisés. On a abordé de nombreux sujets, mais on pense qu'il est parfois nécessaire notamment dans notre monde actuel, de prendre le temps et d'inscrire un sujet dans la durée, ce que nous faisons donc à travers nos cycles. Le format de cycle permet de prendre un sujet, comme celui de l'adaptation au changement climatique, et de l'allonger dans le temps, si on peut le faire un petit peu sur ce sujet-là, pour l'analyser sous différents angles ou recueillir également la vision d'autres acteurs. Alors, au-delà de nos cycles, pour ne rien rater de notre programmation, petite page de pub, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, elle est mensuelle, et vous y retrouverez toute notre actualité. Enfin, l'ensemble de nos événements publics sont filmés et donc disponibles en replay. Celui-ci d'aujourd'hui sera disponible sous une semaine. Et par la même occasion, j'en profite pour vous dire qu'à la fin de chaque cycle, nous créons un podcast Hub des Territoires qui s'appelle le Hub à l'écoute. C'est un condensé des moments forts de l'ensemble des événements sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller les écouter, et notamment celui de notre dernier cycle Data et IA pour les territoires. Sans plus tarder, je passe la parole à Michel-François Delannoy et vous souhaite des échanges inspirants ce matin. Merci beaucoup, Blandine, et donc merci pour ton accueil, et puis j'associe évidemment Anne-Sophie et toute l'équipe du Hub pour les très bonnes conditions qui nous sont fournies, à nous qui sommes à la Banque des Territoires, mais aussi à tous les partenaires qui viennent ici, qui y réfléchissent et inventent progressivement des tas de nouvelles solutions sur les sujets du moment. Voilà, j'hésitais en prenant le micro à le faire, mais voilà, sachez quand même que c'est pour Blandine, voilà, ça dernière introduction d'une séquence du Hub, puisqu'elle va partir dans une autre grande direction de la Caisse des dépôts. Donc, c'est pas n'importe quel moment qu'on partage aussi à ses côtés. Donc, merci Blandine, en mon nom et du département Appui au territoire. Je ne vais pas m'élever au-dessus de ma condition. Mais donc, merci beaucoup pour toutes les complicités, tout le travail qu'on a mené ensemble et qu'on poursuivra de toute façon d'une autre manière dans les temps qui viennent. Voilà, donc quelques mots pour introduire sur le contenu, à la suite de ce que disait Blandine, cette première séquence de la session, sur les sujets de l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Et donc, je salue évidemment Laurence Roux, Céline Gilquin, notamment Laurence, puisqu'elle porte ce sujet au sein de la Banque des Territoires, avec la responsabilité d'une de nos priorités, d'une de mesures phares de la Banque des Territoires, donc qui est l'adaptation aux conséquences du changement climatique et l'accompagnement des territoires sur ce sujet. Voilà, donc comme cette séquence d'aujourd'hui et puis les suivantes vont rentrer vraiment dans le contenu, je vais pas aller trop loin pour pas
prendre trop de temps, mais je pense que c'est vraiment important de se dire que cette rencontre aujourd'hui et cette session qu'on inaugure dans un temps fort que la Banque des Territoires a consacré à ce sujet ces dernières semaines, je pense que c'est juste si on rembobine le temps de 3-4 années, nous ne serions pas là, parce que ce sujet n'était pas du tout adressé, y compris dans cette maison, qui est quand même plutôt aux avant-postes des réflexions sur les questions d'action publique et d'action territoriale. C'est un sujet qu'il a fallu amener, d'abord comme n'étant pas un renoncement à l'action sur l'atténuation du changement, du réchauffement climatique. Donc il y a eu tout un débat, il était très présent il y a quelques années ici, en disant oui, mais est-ce que l'adaptation, c'est pas finalement accepter que le réchauffement climatique est là avec ses conséquences, et que donc on lève le pied sur l'action destinée à réduire l'impact, et donc le réchauffement climatique lui-même et ses impacts. On expliquait aux uns et aux autres que c'est une question qu'il est trop tard de se poser, puisqu'aujourd'hui, les conséquences du changement climatique sont déjà là. Et qu'elles vont s'aggraver, parce qu'il y a une inertie dans le processus d'impact et qu'on voit aujourd'hui dans le monde, mais aussi dans notre pays. Voilà, les conséquences se traduire de manière extrêmement concrète dans les territoires, et notamment évidemment les territoires les plus vulnérables. Et donc ça ne veut en rien dire qu'on renonce à l'action à mener pour réduire le réchauffement climatique et réduire donc les gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, ne pas se poser la question de l'adaptation, ce serait vraiment se mettre dans une impasse extrêmement dangereuse. Tout comme le sujet de la biodiversité qui est lié au changement climatique, mais qui n'est pas seulement lié au changement climatique, qui est aussi lié au sujet des pollutions et l'effondrement des espèces. C'est aussi un sujet qui ne faut pas laisser de côté. Tout ça est en même temps à l'ordre du jour du monde que l'on a entre nos mains à construire et à imaginer. Donc, ces sujets de l'adaptation, à la Banque des Territoires, on a choisi de s'y atteler avec les moyens que sont ceux de la Caisse des dépôts. Donc on ne peut pas tout, mais on peut agir. On est évidemment connecté avec les grandes impulsions qu'a donné le gouvernement de l'État récemment, avec notamment le PNAC 3 qu'on évoquera forcément. Mais en même temps, je pense que c'est important de dire que pour ce qui nous concerne, parce qu'on est aussi à la Banque des Territoires, on a choisi de concentrer notre action plus spécifiquement sur des territoires qui sont plus concernés, en tout cas plus fortement concernés par les impacts du changement climatique, et donc qui ont cette adaptation à envisager de manière plus impérieuse d'une certaine manière. C'est évidemment les territoires de l'outre-mer, ce sont les territoires des littoraux de notre pays, les territoires de la montagne et les territoires urbains. Les conséquences du changement climatique, le réchauffement climatique, n'a pas les mêmes impacts d'ailleurs dans ces différents territoires que je viens de citer, mais tous ont à imaginer des modalités nouvelles. Elles peuvent être techniques, elles peuvent être parfois en matière d'aménagement, de mode de vie aussi. Bref, derrière tout ça, pour se dire les choses simplement, il y a quand même une vraie question de modèle. C'est-à-dire comment finalement on envisage la manière de vivre dans ces territoires qui vont devoir donc intégrer ce réchauffement et ses conséquences. Donc ça impacte évidemment beaucoup de choses. Et les décideurs territoriaux, et j'en terminerai là, sont quand même devant des sacrées questions. Des sacrées décisions à prendre, souvent d'ailleurs des décisions dont l'impact n'est pas immédiat, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des décisions pour des impacts dans les années qui viennent, dans les années qui suivent. C'est toute la responsabilité des élus qui ont donc à imaginer aujourd'hui, à prendre les décisions avec des impacts à moyen et parfois à long terme, et parfois d'ailleurs avec des vrais sujets qui sont des sortes de nids contentieux, de prise de risque politique et juridique, il faut le dire. Ce n'est pas des sujets avec lesquels on va au-devant des habitants avec forcément des bonnes nouvelles. Donc il faut aussi sécuriser tout ça et apporter aux décideurs territoriaux la ressource nécessaire.
voilà, je le dis souvent, et c'est une formule, mais je pense qu'elle est assez, elle illustre bien finalement la situation, c'est qu'un élu d'aujourd'hui, il ne peut pas se retourner sur ces sujets vers son prédécesseur en disant, en fait, toi, comment tu faisais ? Puisque ce sont des sujets qui sont à la fois dans leur impact et dans leur profondeur, nouveaux, inédits, et donc il faut là tout particulièrement accompagner, apporter des moyens pour l'expertise, pour la prise de décision, et puis aussi des moyens de financement, parce que voilà, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est aussi des sujets qui nécessitent des investissements. Donc voilà, c'est toute l'ambition à notre place que nous avons à travers cette priorité donnée par la Banque du Territoire au sujet de l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Et donc, on va rentrer progressivement, grâce à cette session sur plusieurs journées, eh bien, dans à la fois le partage de la situation, des enjeux, pour aller vers l'action et vers les modalités par lesquelles, de manière efficace, on peut accompagner aussi ces évolutions de modèles du développement territorial. Voilà, donc c'est pas des sujets faciles, mais il y a quand même une promesse d'invention, une promesse voilà, d'invention sur des sujets sur lesquels on ne peut pas répliquer simplement ce qu'on a fait pendant des décennies. Et ça, finalement, c'est quand même assez stimulant. Merci beaucoup, Blandine Michel-François. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pavlina Novotny, chef de projet au Hub des Territoires, et je suis ravie d'animer ce premier temps fort consacré à l'adaptation au changement climatique. Alors aujourd'hui, on va parler de planification. Nous avons 1h15 maintenant pour en débattre. J'invite toutes les personnes qui sont à distance à nous poser toutes vos questions directement dans le chat. Pour les personnes qui sont là, nous aurons un temps d'échange, de questions-réponses à la fin des échanges. Et sans plus attendre, j'invite à me rejoindre Gonéry Le Cauzanet et Marie Carrega et François Thomazeau qui est avec nous à distance. Bonjour à tous les trois. Gonéry Le Cauzanet, vous êtes ingénieur au BRGM, expert du climat reconnu dans le monde entier. Vous êtes co-auteur du 6e et dernier rapport du GIEC. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant chargé d'évaluer l'action de la France en matière de climat. François Thomazeau, vous êtes à distance. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de programme Collectivité et adaptation au changement climatique au sein de l'Institut I4C. Et Marie Carrega, vous êtes chef du bureau adaptation au changement climatique au ministère de l'Aménagement du territoire et de la transition écologique. Alors ensemble, on va revenir sur les définitions, les grands enjeux qui poussent aujourd'hui les territoires à s'adapter. Alors si on mesure toute l'urgence d'agir depuis plusieurs années, on va revenir avec vous, Gonéry, sur les trajectoires qui sont proposées aujourd'hui aux territoires, notamment également sur les définitions et même sur les subtilités entre atténuation et adaptation. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie de votre invitation. Donc, effectivement, j'ai une petite présentation là. Alors, ce que vous voyez là, c'est une tempête, c'est la tempête Xynthia, c'est l'érosion sur un endroit spécifique suite à la tempête Xynthia. Ce type d'événement, il est favorisé par l'élévation du niveau de la mer, qui est une conséquence du changement climatique. Donc, vous voyez en fait qu'il y a des dommages importants suite à ces événements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme scénario ? Déjà, en fait, là, vous voyez la courbe à gauche, vous voyez que le climat s'est réchauffé d'à peu près 1,3 degré depuis le début de la période pré-industrielle, c'est-à-dire la fin du 19e siècle. Et le climat est en réchauffement rapide, à peu près 0,27 degrés par décennie, ce qui est extrêmement rapide, ce qui signifie qu'on va atteindre les 1,5 degré au tout début des années 2030. Et pour la suite, tout dépendra des émissions de gaz à effet de serre futures. Vous avez des scénarios là en bleu qui signifient en fait une stabilisation du climat bien en dessous de 2 degrés, mais avec un overshoot, c'est-à-dire un dépassement des 1,5 degrés qui sera plus ou moins important, plus ou moins temporaire. Ils impliquent une réduction des gaz à effet de serre qui soit extrêmement rapide, qui soit en fait massive, jusqu'à atteindre un point qui sera le net zéro, c'est-à-dire le moment où on n'émet pas plus de CO2 dans l'atmosphère que ce que les écosystèmes et des technologies qu'on mettra en place en complément, comme le stockage géologique de CO2, ne pourront absorber de CO2. Donc aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. En fait, les politiques climatiques en place, elles impliquent plutôt une stabilisation
du CO2 et des émissions, et ça nous amène sur une trajectoire qui nous amène à 3 degrés global en 2100. C'est la trajectoire qui a été choisie pour la TRAC, dont Marie parlera tout à l'heure. Évidemment, on ne peut pas exclure que toutes ces politiques en place ne soient pas effectivement mises en place, donc on ne peut pas exclure des scénarios plus pessimistes. Il y a plein de raisons de penser que des scénarios pessimistes ne peuvent pas être exclus. Il y a notamment l'effondrement actuel du puits de carbone forestier que l'on observe. Donc ça veut dire quelque part que un scénario pour donner un signal, c'est très important, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, en réalité, on est face à des incertitudes profondes, on est face à un changement dont on n'a pas d'équivalent dans l'histoire géologique, et donc on a vraiment quelque chose en fait sur lequel s'adapter ne va pas être simple. Alors, ça, c'était l'atténuation. Et maintenant, qu'est-ce que c'est l'adaptation ? En fait, en gros, c'est réduire les risques climatiques. Et les risques climatiques, vous avez parlé de l'urgence de l'adaptation. Bah oui, parce qu'on les voit déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple les morts pendant les canicules. Là, vous avez des données Santé publique France. 3000 morts pendant la canicule de 2022 en France. Et puis, par exemple, un autre enjeu qui pose des problèmes pour la Caisse centrale de réassurance, pour le système de réassurance CatNat français, c'est les retraits gonflements des argiles, les sécheresses, avec un événement en 2003 qui était la première sécheresse, la première canicule formellement attribuée au réchauffement climatique, qui a conduit en fait à 1 milliard d'euros de dommages. Et puis en 2022, vous êtes à 3,5 milliards. Et là, on fait basculer un peu les équilibres de la Caisse centrale de réassurance. Alors voilà, il y a eu des ajustements au système CatNat qui font que on n'est peut-être pas dans la situation où on était il y a 2 ans, mais on a un effet massif du changement climatique. Et donc l'adaptation, ça va être de réduire ces risques. Donc pour l'adaptation, ce qui est important, c'est déjà d'identifier les risques clés. Si on regarde le plan national d'adaptation au changement climatique, je pense que Marie était fortement impliquée dans ce sujet-là, j'en suis sûr. Les risques clés, ils ont bien été identifiés. En fait, c'est ceux qui sont dans le rapport Europe, notamment du GIEC. Les vagues de chaleur, avec des conséquences pour les personnes et les écosystèmes. Donc c'est de la santé, c'est des écosystèmes. Tout ce qui est perte de rendement agricole dû aux vagues de chaleur, dû aux sécheresses, et puis en fait également dû à la pluie, en fait, parce qu'en 2024, on a eu beaucoup de pertes de rendement agricole. Des pénuries d'eau et leurs conséquences pour les différents secteurs économiques. Bon, ça vaut peut-être le coup de dire pourquoi est-ce qu'on a à la fois des sécheresses et des pluies intenses. C'est la même loi physique, c'est le fait qu'une atmosphère plus chaude, elle a une capacité à transporter plus de vapeur d'eau. Et donc pendant les périodes sèches, les sols sèchent plus vite. Pendant les périodes humides, vous avez des pluies intenses qui causent des inondations, et notamment des inondations continentales, comme celle-ci, qui est l'inondation de 2016 dans le bassin parisien. Alors là, c'est dans le nord d'Orléans. Et vous voyez, en fait, c'était des pluies intenses sur des secteurs où on n'avait pas forcément anticipé des inondations par ruissellement, parce qu'aujourd'hui, les plans de prévention des risques sont plutôt sur les zones où on a des submersions par débordement de cours d'eau. Mais en fait, le changement climatique, c'est vraiment ces inondations de ruissellement qui sont, en fait, qui vont être favorisées de manière massive, en fait. Et puis évidemment les inondations côtières avec l'élévation du niveau de la mer. On a toute une série de risques en cascade qui découlent de ces sujets. Ça peut être dans le milieu physique, ça peut être les feux de forêt pendant les sécheresses, mais on a aussi des risques en cascade dans le milieu social et économique, avec les impacts, par exemple, de pertes de production qui vont se retrouver dans le système assurantiel et qui vont se transférer de pays à pays. Donc, en fait, là, c'est un premier sujet qui est l'identification des risques. Et je pense que sur l'identification des risques, on est quand même nombreux à avoir fait ce constat et à avoir les idées à peu près claires sur les risques clés, même si l'analyse fine pour chacun de vos clients dans vos portefeuilles, c'est peut-être encore quelque chose qui reste à faire. Maintenant, en fait, la deuxième question, c'est une fois qu'on a fait le constat de ces risques, il y a un travail qui consiste à analyser des options d'adaptation qui sont face à nous. Et les options d'adaptation, ça parfois, on a un petit peu plus de mal en fait, à les identifier et puis à les évaluer. Comment fait le GIEC pour ça ? Il évalue quelle est l'efficacité, la faisabilité de ces mesures d'adaptation, faisabilité économique, sociale, institutionnelle. Et puis, qu'est-ce qu'elles apportent comme co-bénéfices ou qu'est-ce qu'elles impliquent comme compromis ? Et est-ce qu'elles atteignent leurs limites à certains niveaux de réchauffement climatique ? Et en fait, quel est le potentiel en fait, de leur mise en œuvre dans un certain calendrier ? Et donc, quand le GIEC fait cet exercice, il tombe sur des constats qui sont que pour les villes, par exemple, une mesure d'adaptation qui arrive très rapidement, c'est des espaces verts, parce qu'on atténue l'îlot de chaleur urbain avec des espaces verts en ville. C'est pour ça que vous avez beaucoup de programmes d'adaptation qui sont avec des espaces verts. Pour l'eau, l'agriculture, l'alimentation saine, vous avez un rapport du Haut Conseil pour le climat de février 2024 qui décrit ça très précisément. En fait, c'est à la fois des pratiques agricoles, l'agroécologie, l'agroforesterie, mais en fait qui ne peuvent pas être mises en place sans une action qui soit cohérente côté demande, c'est-à-dire côté
alimentation et côté exportation et importation évidemment. Donc côté demande, ça va se traduire par une alimentation qui va être davantage à base de plantes, pas forcément strictement végétarienne, et une certaine sobriété, efficacité des usages, côté eau par exemple. Voilà, etc. Alors là, on parle d'adaptation au changement climatique. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces solutions d'adaptation sont cohérentes avec une trajectoire d'atténuation. Donc en fait, vous voyez, on sépare bien conceptuellement l'adaptation et l'atténuation, réduction des risques, réduction du climat. Mais quand on parle des politiques publiques, des réponses, en fait, on converge à nouveau un peu parce qu'il y a une certaine cohérence, en fait. L'agroforesterie a des impacts bénéfiques pour l'atténuation dans une certaine mesure. Voilà. Et ça est cohérent également avec les objectifs de biodiversité. Donc vous avez une stratégie nationale pour la biodiversité, en fait, dont l'enjeu est en fait de ralentir le déclin de la biodiversité qu'on observe actuellement, qui est analysé par l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC de la biodiversité. Donc, vous voyez, en fait, cette courbe un peu conceptuelle qui est issue d'un article scientifique qui montre que, en fait, si on ne fait rien, on a une poursuite du déclin de la biodiversité qui est extrêmement rapide, même à l'échelle des temps géologiques, qu'avec des efforts de conservation, avec des aires protégées, réellement protégées, et on ne les a pas aujourd'hui, on peut atténuer ce ralentissement, mais que si vraiment, en fait, on veut stabiliser la situation et amorcer un rebond dans les prochaines décennies, il faut également une consommation qui soit plus responsable et une production qui soit plus responsable. Donc, en fait, là le sujet qu'il y a derrière, si vous voulez, c'est qu'il y a des scénarios de décarbonation qui n'impliquent pas forcément une stabilisation des pertes de biodiversité. C'est pour ça qu'il faut être très ambitieux de ce côté-là. Voilà. Donc, une bonne nouvelle, c'est que de nombreuses options d'adaptation ont des co-bénéfices substantiels pour la qualité de vie, pour la santé. Alors ça, c'est évalué dans les rapports du GIEC et de l'IPBES, en regardant en fait pour chaque mesure d'adaptation, comme ici par exemple des infrastructures vertes en ville, des systèmes de santé performants, au regard en fait des objectifs de développement durable. Donc à chaque fois que vous voyez un plus, vous voyez qu'il y a un avantage pour l'objectif de développement durable à mettre en œuvre la solution d'adaptation. Donc typiquement, par exemple, des systèmes de santé performants, c'est évidemment important pour les canicules, en fait, pour pouvoir faire face à l'afflux de personnes le jour où on aura une canicule de 3 mois avec des chaleurs de 40 degrés. Mais c'est aussi bénéfique pour beaucoup d'objectifs de développement durable, y compris par exemple une bonne éducation, parce que des centres universitaires, hospitaliers, ça va contribuer en fait à améliorer l'éducation, etc. Donc cette analyse existe et elle permet de sortir un petit peu de l'idée que l'adaptation serait un fardeau qui va nous coûter très cher. En fait, c'est aussi beaucoup de co-bénéfices et c'est peut-être même le plus important. Ensuite, la deuxième chose, c'est on parle beaucoup de scénarios climatiques, mais l'idée, en fait, c'est une fois qu'on a un scénario climatique, ça ne nous dit pas quel choix d'adaptation on va faire et dans quel cadre on va décider quels sont ces choix. Vous prenez par exemple la question de l'élévation du niveau de la mer, c'est mon sujet de recherche. Le côtier a beaucoup évolué, en fait, les zones côtières ont beaucoup évolué en réponse aux actions humaines et au changement climatique, notamment depuis les années 2000. À long terme, on sait que le niveau de la mer va forcément dépasser au moins 2 mètres. 1,5 degré, ça implique 2 mètres dans quelques siècles, en fait. Et beaucoup plus vite si on dépasse très largement les 2 degrés. En fait, si vous avez 2 mètres d'élévation au niveau de la mer, pour d'autres zones basses, vous n'avez que 2 solutions, soit reculer, soit protéger. Les 2 coûtent très cher, les 2 sont très difficiles à organiser et sont favorables à avoir beaucoup de contentieux. Mais ça, en fait, je dirais, c'est le long terme. Et sur le court terme, vous avez d'autres options qui s'offrent à vous. Et notamment la possibilité, par exemple, d'anticiper qu'à un moment, vous allez reculer, mais que, en fait, commencer à amorcer des reculs qui vont vous libérer de l'espace pour restaurer des écosystèmes et qui vont permettre d'avoir des écosystèmes côtiers qui sont plus sains. Voilà. Vous avez aussi des options qui sont réduire la vulnérabilité des bâtiments avec des planchers plus hauts, des choses comme ça. Donc en fait, là, ce qu'on veut faire entrer dans le sujet, c'est cette idée que vous avez en fait une trajectoire d'adaptation sur laquelle vous allez mettre les mesures en fonction du temps, en fonction du niveau de réchauffement, et que en fait, il ne faut pas perdre de vue ces objectifs lointains et que vos objectifs courts soient cohérents avec l'atteinte de ces objectifs lointains. Mais en fait, en réalité, moi, je ne suis pas là pour vous dire il faut protéger ou il faut relocaliser. En fait, c'est les acteurs locaux qui vont le décider, ça. Par contre, il faut vraiment être clair là-dessus. Et il y a des zones où très clairement on va vers de la protection parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une centrale nucléaire qui soit inondée, et d'autres sur lesquelles reculer est probablement plus judicieux. Donc finalement, en fait, mon message principal, là, c'est une figure que vous avez dans le rapport technique du GIEC, c'est que l'adaptation, et notamment l'adaptation transformationnelle, celle qui n'est pas juste incrémentale, celle qui va essayer de regarder à la fois le système, mais aussi le côté demande, le côté offre, et qui va regarder les interactions entre le global, enfin entre le national, le régional,
régional, le local. Donc ça, c'est l'adaptation transformationnelle qui va vraiment changer fondamentalement notre système. Elle offre des opportunités pour la santé, la justice sociale, l'économie et la biodiversité. Vous avez de l'adaptation dans tous les scénarios de changement climatique, à 1,5 degré, à 3 degrés, mais avec des pertes et dommages qui sont beaucoup plus importantes, évidemment, pour des niveaux de réchauffement plus élevés. Donc, d'un côté, on a des opportunités, mais il faut bien voir qu'elles se réduisent, et qu'elles se réduisent à chaque fraction de degré de réchauffement climatique, et il y a des limites à l'adaptation qui vont être atteintes. Celles qui sont les plus médiatisées, c'est par exemple les coraux. On sait bien que les coraux, en fait, à 2 degrés de réchauffement climatique, on a des phénomènes de blanchissement massif, mais il y en a aussi également dans le système social. En fait, dans le système social actuel, on a beaucoup d'agriculteurs qui atteignent des limites à l'adaptation, qui sont des limites sociales. Donc voilà. Donc juste un petit mot pour vous dire sur la fin. Là, l'enjeu que vous allez avoir, c'est quel cadre vous avez pour l'OB d'adaptation. Et ce cadre, il est en évolution, en fait. Vous regardez le rapport. En fait, il y a un rapport du GIEC qui est en préparation. C'est le 7e rapport du GIEC. Vous avez une série de chapitres qui sont décrits, et puis il y a un annexe qui va être les Technical Guidelines for Adaptation, qui sont en fait, cette annexe, elle sera en préparation, elle sera publiée en 2028-2029. Ces Technical Guidelines, c'est une mise à jour d'un document qui a été publié en 1994. Ce chapitre permet déjà de se faire une idée, qu'est-ce que c'est l'adaptation? L'adaptation, c'est quoi? C'est des domaines thématiques, la santé, l'économie, les infrastructures, la biodiversité, la société, et notamment la dimension pauvreté. En fait, c'est un cycle de planification, identification des risques, identification des mesures d'adaptation, mise en œuvre, monitoring, evaluation and learning. Et puis, c'est des conditions facilitantes, finances, gouvernance, etc. Et en fait, ce cadre-là, vous le trouvez dans l'UNEP, vous le trouvez dans le cadre global de l'adaptation de la COP28. Et c'est intéressant d'aller y jeter un œil pour en fait cadrer un petit peu le sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe à percevoir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Gonieri. Donc, on le voit, donc, le contexte actuel pousse les territoires à s'engager dans ce modèle de l'adaptation. Alors, mais on le voit déjà à travers quelques exemples que vous nous avez donnés, que tout cela a un coût. Chez I4C, est-ce que vous êtes bien avec nous, François Thomazeau? Je suis là. Vous êtes là. Bien? Bienvenue à vous. Alors donc chez I4C, vous étudiez tout particulièrement les défis concrets de l'adaptation en termes d'économie. Pour que les territoires puissent mettre à l'agenda, mettre cette question à l'agenda de l'ensemble des décideurs publics, pour pouvoir les aider à quantifier leurs besoins de financement, pour pouvoir comprendre toutes les barrières existantes et proposer des pistes pour les lever. Alors, l'adaptation, oui, on dit tous oui, mais à quel prix? Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que d'abord, vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez bien? On vous entend bien. D'accord. Parfait, merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Normalement, il y a une projection qui va s'afficher. Je pense que ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Elle arrive. Ok, je vais en profiter pour présenter l'Institut de l'économie pour le climat en 2 mots et me présenter aussi. Je vais commencer par l'Institut si vous passez à la slide suivante. Donc l'Institut de l'économie pour le climat est un think tank qui a été créé d'ailleurs à l'origine par la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, qui a pour but de favoriser la progression des politiques climatiques sur les 2 volets atténuation et adaptation. Et notre moyen d'action pour favoriser cette progression des politiques climatiques, c'est de produire de la recherche qui s'apparente à de la recherche universitaire en économie, sur les questions de financement, justement, de la transition énergétique ou de l'adaptation. On est une quarantaine en tout, dont une trentaine de chercheurs. Et donc moi, j'encadre une équipe de 7 personnes, dont 3 qui travaillent vraiment spécifiquement sur les questions d'adaptation au changement climatique et à leur financement. Moi-même, je ne suis pas issu de ce monde, donc je marche sur des œufs, surtout après l'intervention de Gonieri Le Cosanet, que je lis et écoute depuis des années. Et donc, je suis plutôt spécialiste pour ma part de tout ce qui tourne autour de l'action publique locale et de son financement, mais comme on va le voir, les 2 sujets sont intimement liés. Si vous passez à la slide suivante, donc je vais essayer d'introduire un peu la discussion sur les coûts de l'adaptation que nous, à l'Institut, que nous, à l'Institut de l'économie pour le climat, on essaye de poser dans des termes assez radicalement différents
de la façon dont nous travaillons sur les coûts de l'atténuation du changement climatique, même s'il peut y avoir des passerelles entre les deux. Le premier point à souligner, c'est que l'aggravation des aléas climatiques dont on vient de parler déclenche en ce moment globalement une réflexion sur les coûts de l'adaptation. C'est-à-dire que, en particulier parce que nous avons un système assurantiel qui repose beaucoup sur la dépense publique, on s'aperçoit que l'aggravation des aléas a un coût et que cela nous invite du coup à penser différemment, à commencer à instruire une réflexion beaucoup plus générale sur la façon dont on doit s'adapter et comment est-ce qu'on pourrait évidemment minimiser ces coûts. En particulier, il y a eu un moment qui a été important sur ce sujet pour l'intégration de cette réflexion économique dans la connaissance générale de l'appareil d'État et globalement de l'action publique. Ça a été le rapport public annuel de la Cour des comptes qui, en 2024, a porté sur cette question de l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique et qui disait notamment qu'il était important de commencer à réfléchir de façon beaucoup plus structurée sur l'anticipation de ce qui allait se passer, de ce qui allait se produire, et d'instruire des choix nécessaires, des choix démocratiques, comme l'a dit Gonéry Le Causanet tout à l'heure, sur les grands aléas et leurs conséquences. Donc je reprends cette citation de la Cour, l'arbitrage entre les options d'adaptation doit être précédé d'une évaluation précise des coûts actuels et futurs de l'adaptation, qui est encore trop souvent lacunaire, voire inexistant. Et donc si vous passez à la slide suivante, finalement, tout cela nous invite à remettre la question de la prospective et de la prévision au cœur de la construction des politiques publiques. Ce qu'on constate, nous, à l'Institut, c'est qu'on a déjà des coûts socio-économiques qui sont importants pour les dommages du changement climatique et des coûts qui pourraient être très importants, de 20 à 45 milliards d'euros par an en 2050 selon les estimations, soit plus d'1% du PIB. Mais concrètement, puisque ça renvoie à des études économiques sur, on va dire, la famille de ce qu'on appelle les coûts de l'inaction, plus concrètement, de façon très directe, on a des coûts directs de dommages et des besoins de réparation qui s'accélèrent, des coûts d'adaptation réactive qui sont importants, une diminution du niveau de service qui est bien souvent constatée, et des aides publiques de crise qui deviennent de plus importants ou avec un certain nombre de reports d'investissement. Et ce qu'on constate à l'Institut, c'est que ce type d'adaptation, c'est-à-dire qui n'est pas anticipé, a plusieurs conséquences qu'on cherche à éviter. En particulier, elles sont beaucoup plus coûteuses pour les finances publiques. Dans le débat actuel, c'est quand même un élément important. Les mécanismes d'assurance en dernier recours portent très largement sur la puissance publique. Ces coûts sont pris en réaction et souvent dans l'urgence. Et donc les solutions qui sont utilisées, les solutions techniques pour compenser les dommages du changement climatique ne sont pas forcément celles qui sont plus souhaitables sur le long terme. Et donc elles ne permettent pas d'éliminer les pertes générées par le changement climatique. Et donc, dans un contexte d'intensification des impacts du changement climatique, il faut, on va dire, s'attendre à ce que si on ne fait rien, ces coûts continuent à augmenter de façon significative. Donc maintenant, la question est posée de façon de plus en plus concrète et je salue de ce point de vue qu'il y a Marie Carrega qui est présente, l'arrivée de la troisième édition du Plan national d'adaptation au changement climatique qui marque un vrai tournant et qui commence à introduire à instruire la question de façon beaucoup plus systémique et de façon beaucoup plus anticipée. Si vous passez à la slide suivante, le troisième PNAC dont il sera question, j'imagine, juste après, donne les outils pour se poser justement toutes ces bonnes questions. Nous, à I4C, je précise, avec mes collègues Vivian Despoès et Guillaume Dolk, qui sont nos spécialistes sur le sujet, on a publié une étude pour accompagner les travaux du PNAC qui s'appelle « Anticiper les effets d'un réchauffement de plus 4 degrés, quel coût pour l'adaptation ?» Et finalement, on introduit un petit peu ce débat de se dire, voilà, on a une trajectoire de réchauffement de référence, il en sera très certainement question tout à l'heure, avec toutes ses limites, mais qui a quand même le mérite de nous amener à nous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de coût de l'adaptation? Et donc, ce qu'on constate, c'est que plus on est en capacité d'anticiper, plus on réussit à diminuer le coût de l'adaptation par rapport à une adaptation qui serait spontanément réactive et juste subie. Et donc maintenant, la question, c'est de définir le bon niveau d'anticipation, de trouver le bon équilibre entre prévention et indemnisation, et de mettre en débat, ce que disait tout à l'heure Gonéry Le Causanet, sur les bons
les types d'adaptation qui sont à privilégier. Au niveau des collectivités locales, du coup, si vous passez à la slide suivante, l'enjeu principal, c'est maintenant de construire cette stratégie d'adaptation, de faire de l'adaptation dans les collectivités un véritable enjeu stratégique. Et donc, tout en acceptant d'ailleurs que les exercices de prospective ou de prévision que l'on peut faire ne sont pas des sciences exactes et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Ça a été très bien dit juste avant. Et donc, une bonne stratégie d'adaptation, c'est une stratégie qui, aujourd'hui, permet à chaque territoire, en fonction de ses caractéristiques, d'évaluer ses vulnérabilités et de mettre sur la table des options et des choix qui sont importants pour engager le territoire sur un avenir compatible avec le réchauffement climatique. Et donc, j'ai mis une petite figure qui rappelle en gros les grandes étapes de ce que peut être une bonne stratégie d'adaptation. Accepter le risque et en inscrire la possibilité dans des plans de gestion de crise. Saisir l'opportunité d'autres interventions prévues pour programmer une adaptation, je vais en reparler juste après. Procéder à d'autres aménagements à l'échelle d'une zone ou d'un territoire, ou aménager la possibilité que l'eau, en l'occurrence c'est sur le cas de l'eau, puisse submerger temporairement la chaussée en faisant un minimum de dégâts. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il va falloir accepter un certain niveau de dégradation du service public, d'autres où il va falloir mettre en place des infrastructures. Et enfin, entreprendre des travaux dédiés sur des maillons particulièrement sensibles et critiques des réseaux. Donc là, c'est pour le cas, par exemple, d'une route qui serait régulièrement submergée. Il y a des dimensions très politiques derrière l'adaptation. Il ne faut surtout pas réduire ce sujet à un débat technique ou à un débat d'experts. C'est vraiment un sujet qui est à mettre en mouvement et en débat dans la société. Et là, on est à la veille des élections municipales de mars 2026. Et on voit, ça a été dit par M. Delannoy au début, que le sujet est en train de monter dans la société. Et je vois de plus en plus d'équipes de campagne qui partent aux élections municipales un peu partout en France, qui mettent ce sujet à l'agenda, ce qui n'était pas le cas, par exemple, encore il y a 6 ans, lors des élections de 2020, que j'ai observé évidemment de près aussi. Si vous passez à la slide suivante, du coup, le type de question que ça pose pour une collectivité, c'est que souhaite-t-on à tout prix conserver ? C'est vraiment le type de question qu'il faut se poser quand on parle d'adaptation au changement climatique. Et donc, nous, à I4C, souvent, on est questionné sur combien ça va coûter l'adaptation pour ma collectivité. Et bien souvent, contrairement à l'atténuation, on a des choses bien plus précises. On est amené à discuter avec nos interlocuteurs et à remonter, avant même de parler des coûts, à ce que l'on cherche à faire, à la définition des objectifs que l'on cherche à atteindre. Et c'est de la définition des objectifs que découleront les évaluations de coûts. Et donc, par exemple, si on parle des bâtiments, avant de se précipiter dans des travaux, par exemple, ce qui est la réflexe traditionnelle qu'on peut avoir quand on est maître d'ouvrage dans le domaine du bâtiment, eh bien, on peut se fixer des objectifs de qu'est-ce qu'on accepte comme niveau de chaleur dans le bâtiment, le nombre de jours ou le nombre d'heures où on ne dépasse pas une certaine température, les garanties de continuité d'ouverture, évidemment les modulations. La réponse peut être par exemple une modulation des horaires avant de parler de coûts et de travaux immédiats. Voilà. Et on peut reproduire ce type de raisonnement pour chacun des défis de l'adaptation. On en a nous listé une quinzaine. Si vous passez à la slide suivante, puisque je pense que j'approche dangereusement des 10 minutes qui m'étaient imparties, un point qu'on développe beaucoup à I4C, c'est développer ce qu'on appelle un réflexe de l'adaptation, et je dois dire que ça a été parfaitement repris ou en tout cas intégré dans le plan national d'adaptation au changement climatique, et c'est un point central de ce document, c'est-à-dire l'idée que surtout profitons des moments de choix, et notamment des investissements qu'on fait pour d'autres raisons que l'adaptation, pour penser cet investissement ou ce choix de société en fonction du climat futur. Et donc ça, c'est un thème qui irrigue le PNAC et que nous, on a illustré notamment dans une étude publiée il y a 6 mois, où on s'aperçoit que des dizaines de milliards d'euros d'investissements, plus ou moins aidés par le public, voire directement d'investissement public, sont encore aujourd'hui conçus sans prendre en compte les trajectoires de climat futur. Et donc là, c'est vraiment un enjeu important d'avoir ce réflexe, par exemple quand on utilise le fonds vert ou par exemple quand on est la Caisse des dépôts et qu'on finance des travaux pour l'atténuation, de toujours prendre en compte les questions d'adaptation en même temps. Mais je sais que la Caisse des dépôts est plutôt en pointe sur ce sujet. Et si on va sur la toute dernière slide,
toujours sur les collectivités. Après, évidemment, je pourrais répondre à des questions s'il y en a. Le grand défi pour les collectivités aujourd'hui, c'est celui de la territorialisation de toute cette réflexion qui a été enclenchée à l'échelle nationale et portée notamment dans le PNAC. Aujourd'hui, on est dans un moment où théoriquement l'année 2025 aurait dû être l'année de l'intégration des questions d'adaptation dans les COP régionales. Moi, là, je vais pas être très politiquement correct peut-être, mais je suis un peu dubitatif sur le processus de COP régionale en ce moment. Je pense que les errements du pilotage des politiques climatiques à l'échelle nationale se retrouvent un petit peu dans l'ambition des COP, même s'il y a des choses très intéressantes qui se font ici ou là, mais ça ne va pas assez vite et pas assez en profondeur. Et puis, il y a une deuxième question fondamentale dès lors qu'on parle d'adaptation, c'est celle de l'ingénierie, de la capacité d'évaluation des vulnérabilités, de la possibilité de conception de stratégies. Et donc, il faut que les collectivités aient dédié des moyens, elles le font de plus en plus. Et il y a cette mission adaptation qui a été créée, qui est un regroupement d'interventions de différents opérateurs de l'État, qui aujourd'hui se fait à moyens constants, sachant que ce sont des opérateurs, ils sont listés sur cette petite slide en dessous, qui ont bien souvent connu des coupes dans leurs effectifs ces dernières années. Donc, il y a vraiment un sujet autour des moyens d'ingénierie, moyens dans les collectivités, moyens de l'État pour soutenir les collectivités. Et ça, pour l'instant, l'État ne peut pas apporter de réponse sur ce point. Et il y a même plutôt des menaces. Merci beaucoup, François. Alors, pour initier ce réflexe adaptation dont vous parliez à l'instant, l'État a récemment déployé le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, le fameux PNACC, vous y avez fait allusion également. Alors, c'est un plan qui est le fruit de plusieurs mois de travail, qui a mobilisé l'ensemble des forces vives de la nation. Alors, je vais vous laisser rentrer dans le détail, bien sûr, Marie Carrega, mais donc c'est 4 axes de priorité, 52 mesures pour protéger la population, pour aménager notre territoire, pour améliorer la résilience de notre économie. Mais ce plan, donc, c'est pas un aboutissement, une conclusion, il a vocation à être révisé tous les 5 ans en fonction de la réalité de la trajectoire de réchauffement et de l'évolution de la connaissance. Alors, Marie Carrega, en quelques minutes, comment on peut présenter les grandes lignes de ce 3e plan national ? Merci. Alors, oui, super. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous présenter un peu les résultats de ce qui vous a été présenté là, dans l'amont. Donc, moi, je suis la chef du bureau qui est chargée de gérer les conséquences, tout ce qui vous a été présenté avant. Évidemment que quand on se dit qu'il faut se préparer, la première question, c'est on se prépare à quoi, en fait ? Or, comme vous l'a dit Gonéry juste avant, le futur, il n'est pas écrit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en termes scientifiques, de se dire que entre les courbes bleues et les courbes rouges, qui très clairement n'auront pas du tout les mêmes conséquences, c'est pas complètement écrit. En revanche, ça, quand vous allez présenter ça à un décideur et lui dire on sera peut-être sur la courbe bleue, ou on sera peut-être sur un réchauffement 3 fois plus important, autant vous dire que c'est pas ce qui est le plus facile pour prendre des décisions derrière. Donc forcément, nous, c'était la première question qu'on s'est posée. On avait un précédent plan qui était à horizon 2050 et qui s'était calé sur les objectifs de l'accord de Paris. Là, évidemment, quand on arrive en 2025, on ne peut pas s'arrêter à 2050. On est obligé d'aller au-delà parce que déjà, la maison que vous construisez aujourd'hui, elle sera là encore en 2070. L'arbre que vous plantez ici, tout va bien, il sera encore là en 2070. Donc, on ne peut pas s'arrêter à 2050. On ne peut pas s'arrêter au climat qui est à peu près plié, qui est 2050. Donc, forcément, on est obligé d'aller au-delà. Et on ne peut pas arriver devant n'importe quelle personne aux commandes et lui dire il y a un facteur 3 d'incertitude. Ça, ce n'est pas entendable. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on prenne, nous, État, la décision, et ça nous avait été demandé aussi avant, et on pense que là, le sujet était assez mûr, de se dire, OK, on se fixe, nous, un scénario, on prend un scénario, l'État assume de prendre un scénario, et que ce soit un scénario pour tout le monde. Donc très concrètement, on a choisi de prendre le scénario tendanciel, comme vous l'a dit Gonéry. Quand on regarde les engagements des accords des pays signataires des accords de Paris, quand on regarde leurs promesses et ce qu'ils mettent effectivement en place, on irait vers un 3 degrés de réchauffement mondial. Donc 3 degrés de réchauffement mondial, ça veut dire 4 degrés pour la France. Donc c'est le fameux 4 degrés qui a été mis sur la table en janvier 2023 par le ministre Béchu.
Ce qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. À l'époque, on a eu beaucoup de commentaires sur le thème la France lâche l'accord de Paris, c'est un scandale. Alors nous, on ne lâche pas l'accord de Paris. J'ai des collègues qui travaillent sur la stratégie nationale bas carbone, qui se calent par rapport à l'accord de Paris. Ça reste notre objectif. Et vous avez vu que nos derniers chiffres ne sont pas si mauvais, contrairement à ce qu'on avait pu dire avant. En revanche, moi, je dois gérer les conséquences. Et je peux pas garder la tête dans le sable, en fait. Et même si je garde la tête dans le sable, la tempête va passer. Donc nous, en termes d'adaptation, d'anticipation des impacts, on ne peut pas faire comme si tout allait bien, tout était formidable et tout le monde est sur l'accord de Paris. Non, ce n'est pas la tendance, on n'est pas là-dessus. Donc on a choisi de se dire, ok, on se prépare à ce niveau de réchauffement-là. Donc ça, c'était assez majeur. Pour tout vous dire, nous, on en parle beaucoup avec la Commission européenne, avec les autres pays, parce qu'on est le seul État, en fait, à avoir affiché ça. On a d'autres États qui font des études avec des scénarios qui parfois pires. En revanche, ils ne calent pas leurs actions par rapport à ces scénarios du pire, en fait. Et quelque part, le sujet de « mais quel scénario vous avez pris ?» est un peu laissé sous le tapis. Nous, très clairement, il y a un très grand pays européen qui nous a dit « moi, le débat n'est pas mûr, je ne veux pas afficher qu'on ne sera pas sur l'accord de Paris ». Donc on est très regardé pour ça. Et voilà, c'était vraiment pour nous l'objectif de se caler là-dessus, parce qu'à un moment, enfin voilà, quand on se prépare, c'est normal. D'abord, on regarde c'est quoi mon objectif. Et donc, je dois me préparer à quoi. Donc, le plan, il se cale par rapport à là-dessus. Donc, c'est un plan à 2030, comme toute la planification écologique. En revanche, il est un petit peu différent parce que c'est un vrai plan d'action. On a vraiment souhaité ça parce que le deuxième plan, il a été plus stratégique. À l'époque, c'est ce qu'on nous avait demandé. Mais nous, on avait trouvé, pour moi qui suivais le deuxième plan, que c'était pas assez concret. En fait, il n'y avait pas vraiment de responsable. Et par exemple, il y a une action qui disait on va adapter l'agriculture. Ok, mais je fais comment? Qui le fait? À quel horizon? Donc là, l'objectif, c'était vraiment d'avoir des choses très concrètes, très précises. Qui fait quoi? À quel moment? Évidemment, on a des grands principes. Et ce sont des grands principes pour nous. Et vraiment, ça veut dire que chaque action doit être jugée à l'aune de ce que je vous dis là. C'est-à-dire, on cible les territoires et les personnes les plus à risque. Il y a un élément important dans l'adaptation qu'on n'a peut-être pas dans d'autres politiques, c'est ce qu'on appelle la capacité à faire face. Typiquement, je pense que la ville de Paris n'a pas besoin de moi pour son programme d'adaptation. Voilà. Très clairement, ils font ça très bien sans moi. En revanche, il y a des communes, des territoires qui n'ont pas les moyens, en fait. Et c'est vers cela qu'il faut que l'État aille. Plus que vers les autres. Je ne dis pas qu'il faut abandonner Paris, c'est pas ce que je dis. Mais Paris n'est très clairement pas le territoire qui a le plus besoin de nous. Et pourtant, il y a une grande population, il y a beaucoup de problèmes d'îlots de chaleur, etc. Mais ce n'est pas celui-là vers lequel on va aller, nous, spontanément. Donc l'idée, c'est bien ça. Ensuite, évidemment, des actions à co-bénéfice. L'idée, c'est pas d'aggraver le problème avec nos fausses bonnes solutions. Et on protège la biodiversité. Moi, je ne sais pas parler climat sans parler biodiversité. Enfin, je ne sais pas comment font les gens qui y arrivent. Ce n'est pas possible de séparer les deux. On doit aussi traiter la prochaine canicule qui, donc, si vous l'avez bien noté, arrive jeudi. Voilà. Et tout comme je dois anticiper la canicule de 2078. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez long. Et évidemment... pour un élu qui est élu pour 6 ans, 2078, c'est un petit peu loin. Et puis, comme ça a été mentionné, en fait, l'idée, c'est aussi juste d'avoir ce réflexe climat futur. C'est-à-dire, j'ai un projet à horizon 2040, il faut que j'intègre qu'en 2040, le climat sera encore différent et que ça ne fait pas sens de le penser avec le climat de 2025. C'est juste pas possible parce que ça va continuer. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'avoir ce réflexe climat futur et selon la trajectoire de réchauffement de référence. Je ne sais pas si j'ai un petit temps de retard ou si j'appuie pas assez, peut-être. On avait déjà du retard, donc si vous pouvez, effectivement... Oui. Je vais vous le dire rapidement. Génial, alors, merci. 4 degrés, Gonéry, tu l'as dit pudiquement, à l'échelle géologique, etc. Alors, 4 degrés, c'est un climat qu'on n'aura pas eu depuis plusieurs millions d'années. Donc voilà. Donc, autant vous dire que qu'est-ce qui va se passer en France à plus 4 degrés? Eh bien, on ne sait pas bien. Je vous la fais très courte, et c'est pour ça que dans le PNAC, il y a beaucoup d'actions autour de la connaissance, parce qu'effectivement, on sait qu'à 2 degrés, il n'y a plus de coraux. Tu l'as dit uniquement aussi, Gonéry, il y a du blanchissement majeur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de coraux. Au-delà de 2050, il n'y a plus de coraux. Mais qu'est-ce que la disparition des coraux
quelles vont être les conséquences pour mon territoire, etc., pour mes écosystèmes, et dans les écosystèmes, moi personnellement, je mets les êtres humains, ça, c'est pas encore très clair, en fait, dans ce qu'on va avoir. Donc, il faut avoir en tête, c'est un peu cette nouvelle carte. Alors, moi, quand je la présentais, quand j'ai lancé ce genre de choses il y a quelques années, on me dit, ah, super, on va pouvoir prendre un café en terrasse en plein hiver. C'est pas tout à fait ça. Donc, cette carte-là, ça vous dit que le climat de l'île, en fin de siècle, ce sera le climat actuel de Bilbao. Donc, c'est pas invivable. En revanche, ça n'a rien à voir, puisque l'île n'est pas tout à fait aménagée pour vivre comme à Bilbao. Notre façon de vivre n'est pas tout à fait celle de Bilbao. Donc, c'est vraiment des changements majeurs, parce que c'est pas évident de se dire, voilà, ok, on est à 1,7, on va passer à 4. Bon, c'est quoi les problèmes? Donc, c'est quand même des changements majeurs. Évidemment, Angoun l'a dit, je peux le dire rapidement, c'est pas que de la chaleur, c'est aussi des inondations, c'est aussi des cyclones plus intenses, de la hausse du niveau des mers, etc. Donc, en fait, c'est pas dur. Le changement climatique impacte tous les risques naturels, à part les volcans et les séismes, mais encore, on commence à avoir des données sur les séismes. Donc, ça aggrave tout. Et comme tous les risques naturels, on les a en France, il va falloir tout revoir. Et donc, très concrètement, comment on a fait, nous, après, parce que vous voyez qu'on a tout un tas de choses à regarder. Il faut regarder systémique, il faut regarder tout, mais au final, il y a un responsable. C'est pareil, si vous allez voir un élu, lui dire « faut faire de l'adaptation, c'est systémique », vous allez avoir beaucoup de succès. En revanche, si vous allez lui dire, concrètement, ça veut dire que sur les transports, voilà ce qu'il faut faire. Sur les bâtiments, voilà ce qu'il faut faire. Et s'il vous plaît, monsieur des transports, monsieur des bâtiments, parlez-vous. Ça me paraît plus concret que d'aller leur dire que c'est systémique. Voyez. Et pour autant, c'est ça qu'il y a derrière le systémique. Donc, nous, on a tout ça à gérer, on a tout ça à anticiper. À un moment, il faut classer les actions. Comment on a choisi de les classer? On les a classées par rapport à nos cibles. Donc, les 4 premiers axes, ce sont nos grandes cibles. Premier axe, la population. Je protège ma population. C'est quand même l'objectif premier d'une politique d'adaptation. Deuxième axe, c'est mes territoires et les services essentiels qu'on y retrouve. Troisième axe, c'est l'économie. Quatrième axe, c'est notre patrimoine culturel. Et on a rajouté un 5e axe qui est en gros comment on mobilise tout le monde pour être sûr que les 4 premiers axes sont mis en œuvre. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, vous les avez sous les yeux, mais l'axe 1, c'est tout ce qui est autour des risques naturels, puisque je vous ai dit que tout allait être aggravé. Donc très concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie nos aléas de référence. Et que potentiellement, je dis bien potentiellement, on revoit les 10 000 plans de prévention des risques naturels qui existent en France. Voilà, c'est pour vous donner l'ampleur de la tâche aussi qu'on a à faire. Une des grandes thématiques que vous voyez en ce moment, c'est les fortes chaleurs. Donc on a déjà mis en place des actions et notamment on a introduit des choses dans le Code du travail. Et moi, ça, je suis très contente parce que ça fait 5 ans que j'y travaillais. Donc, je suis très contente que, à partir du 1er juillet, partout, donc je précise, j'ai encore vu un article ce matin qui me dit c'est que dans le BTP. Non, ça s'applique à tout le monde. Un travail en intérieur, travail en extérieur, privé, fonctionnaire, fonction publique d'État. Enfin, État et collectivité, ça s'applique partout. Donc nous, on est très contents que ce soit sorti. On a des choses autour des publics vulnérables. Alors, ce qu'on met derrière publics vulnérables, ce sont les personnels pénitentiaires, les personnes détenues, les personnes en accueil d'urgence et les personnes précaires qui sont notamment dans les aires d'accueil des gens du voyage. Voilà. Donc on essaye de tout couvrir. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses très précises, il y a des choses très micro. C'est très représentatif en fait du niveau de maturité. C'est-à-dire que quand on ne sait pas bien, il y a une étude qui est prévue et on ne sait pas tout. Quand on sait précisément quel est le problème, on fait l'action. Et là, typiquement, il y a un problème de chaleur. On a pris un décret pour protéger les travailleurs. Donc vous avez aussi ces différentes actions qui correspondent à différents niveaux de maturité des sujets. Peut-être l'axe 2 qui vous intéresse le plus sur les territoires. Donc il y a des choses pareilles d'accompagnement, mais on manie comme toujours la carotte et le bâton. Et donc comme ça a été mentionné rapidement, on a introduit une conditionnalité à la prise en compte du climat futur dans le fonds vert. Donc ça, très concrètement, une collectivité qui nous présente un projet de rénovation d'une école, si elle n'a rien prévu pour le confort d'été, ce n'est pas éligible. Et si l'école est en zone inondable, qu'il y a un PAPI, et que l'école, qu'on ne met pas en place les travaux de prévention des inondations, ce n'est pas éligible. Donc l'idée, c'est que l'État finance une fois bien et pas 3 fois mal. Je ne vais pas financer une fois pour le confort d'été, revenir 5 ans après en me disant en fait j'ai chaud l'été, donc ok, je fais ça. Ah, puis en fait j'ai été inondée, je recommence. Non, on fait tout de suite bien. Donc ça, on l'a introduit cette année. Et puis on a toutes les actions autour de comment on maintient les services essentiels, l'eau, l'énergie, les transports, les télécommunications
et puis nos hôpitaux, notre système de soins plus globalement, et puis nos écoles. L'idée, c'est que tout ça fonctionne. Sur l'axe 3, c'est comment on accompagne les entreprises, pareil, avec à la fois mise à disposition d'outils et jusqu'à carotte et bâton. Et donc là, très concrètement, on va voir comment intégrer, pareil, une conditionnalité à la prise en compte du climat futur dans nos aides aux entreprises. Donc l'idée, c'est très simple. Plus 1 euro d'argent public ne doit aller dans un projet qui n'est pas résilient. C'est pas raisonnable, ça, de financer des choses dont on sait que ça finira par être un actif échoué. Non, l'argent public, il est rare. L'idée, c'est de ne pas le gaspiller. Donc on l'applique aux collectivités et aux entreprises. Et puis dans l'axe 4, vous voyez tout ce qui est autour du patrimoine naturel et culturel. Alors comme je le disais, beaucoup d'études parce qu'on ne sait pas bien ce qui va se passer pour nos milieux naturels et les conséquences qu'il va y avoir derrière. Et surtout comment il va falloir qu'on fasse évoluer nos techniques de préservation. Nous, on est là pour préserver une espèce. Si l'espèce bouge ou n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on l'accompagne? Ça, c'est des questions très difficiles parce que Gonéry l'a mentionné, la biodiversité, dès qu'on arrête de l'aider, ça se dégrade très très vite. Et puis enfin, le dernier axe qui est, comme je disais, comment on mobilise tout le monde pour que les 4 premiers axes fonctionnent bien. Et pareil, on utilise tout ce qu'on sait, nous, État, bien utiliser, la commande publique, donc comment on intègre la question du climat futur, parce que souvent, quand vous faites une variante qui intègre le climat futur, vous êtes plus cher, mais vous êtes plus cher parce que vous avez tout bien intégré. Alors que vos concurrents qui n'ont pas intégré les problèmes qui vont arriver plus tard, au début, ils sont moins chers. Puis en fait, quand on regarde au final, ils seront plus chers. On mobilise la recherche, les jeunes, mais pas que les jeunes, aussi les citoyens. Et puis l'intelligence artificielle pour voir si on arrive à mieux prédire les événements avant qu'ils n'arrivent. Et puis enfin, on va avoir une semaine de l'adaptation. Donc c'est extrêmement important pour nous de communiquer là-dessus. C'est pas facile de communiquer sur l'adaptation déjà parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec l'ours polaire sur la banquise. Ça, je suis désolée, mais ça a été une vraie perte de temps parce qu'à part ceux qui aiment l'ours polaire, ça n'intéresse personne et ça donne l'impression que c'est pas nous et que c'est très loin, etc. Alors que non, on a des impacts du changement climatique en France depuis les années 80. D'accord ? Et moi, mon bureau, l'ancêtre de mon bureau, existe depuis 2001. Vous voyez ? Donc gérer les impacts, on le fait depuis les années 2000. Maintenant, voilà, on a des choses... pas évident comme communication parce qu'il faut faire comprendre que 4 degrés, ça va pas être drôle et vraiment, vraiment, il faudrait qu'on n'y arrive pas. En fait, moi, mon grand objectif, un objectif un peu bizarre, c'est que le PNAC ne serve pas. Je suis un peu schizophrène dans ma tête, mais mon grand objectif, c'est qu'au-delà de 2050, ils ne servent pas, en fait, qu'on n'arrive pas à 4 degrés, s'il vous plaît, qu'on n'y aille pas. Donc, il faut à la fois qu'on fasse comprendre que 4 degrés, c'est non, vraiment pas souhaitable, mais qu'on peut faire des choses, parce qu'il ne faut pas non plus basculer à foutu pour foutu, allons-y. Hein. Donc on peut faire des choses, Gonéry l'a mentionné, il y a des solutions qui existent, on les connaît, alors évidemment plus il va faire chaud, plus ce sera compliqué pour certaines solutions, mais franchement s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est soit on anticipe, soit on subit. Personnellement, j'aime pas qu'on m'impose des choses, donc je préfère qu'on soit là avec encore un maximum de choix devant nous, plutôt qu'on n'ait pas le choix, qu'on subisse. Donc soit on anticipe, soit on passe en gestion de crise permanente, qui est un autre choix, mais qui n'est pas le choix de l'État en tout cas. Merci beaucoup. On retient cette note positive de fin. Merci beaucoup à tous les trois, François Thomazeau aussi, Gonéry. Je vous remercie pour ce panorama très complet sur tous les enjeux de l'adaptation et aux réponses apportées par l'État pour accompagner les territoires. Je vous laisse regagner la salle. Merci encore. Alors, justement, où en sont les territoires aujourd'hui? Comment repensent-ils leurs outils de planification, les outils de planification dans ce contexte? Quelles sont les stratégies qu'ils déploient aujourd'hui, qui sont déployées aujourd'hui par les acteurs territoriaux? Pour en parler, j'invite à me rejoindre Karine Hurel, Thibaut Guigues et Françoise Rossignol. Bienvenue à vous. mais on aura des raisons d'applaudir. Karine Hurel, vous êtes la déléguée générale adjointe de la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Françoise Rossignol, vous êtes vice-présidente de la Fédération des SCOT, qui réunit les structures porteuses de SCOT. Je vais expliquer tout de suite après ce que c'est, et vous allez expliquer beaucoup mieux que moi. Thibaut Guigues, vous êtes président de Savoie Métropole et président de la communauté d'agglomération Grand Lac. Alors avec vous trois, on va explorer les outils, les stratégies de planification qui permettent aujourd'hui aux collectivités de s'adapter au réchauffement climatique. Alors, pour commencer à établir une stratégie d'adaptation, ce qui est important, c'est de bien connaître son territoire. Donc, le diagnostic, ça va constituer une première étape.
Parmi les outils de diagnostic, nous avons donc le SCOT. Le SCOT, schéma de cohérence territoriale, donc un document clé de l'aménagement du territoire. Françoise Rossignol, donc la Fédération des SCOT que vous représentez, elle ranime un grand nombre de réflexions autour des trajectoires écologiques des territoires. Expliquez-nous pourquoi le SCOT, c'est un outil privilégié de la stratégie d'adaptation au changement climatique. Alors, le SCOT, c'est bien un outil de stratégie. Donc, il faudra bien sûr faire un diagnostic, mais on est bien dans la stratégie. Alors, la hiérarchie des documents, finalement, la loi, la région, avec son STRADET, qui décline au niveau régional les objectifs de la loi, et puis, au niveau local, je dirais plusieurs documents. Alors, on avait l'habitude et on connaît les plans locaux d'urbanisme. Dans certaines intercommunalités, ils se sont regroupés pour faire un plan local d'urbanisme intercommunal. Et un certain nombre d'intercommunalités se sont regroupées à plusieurs pour avoir une vision mieux adaptée au territoire, au bassin de vie, à la géographie, suivant la diversité des territoires en France, et forment des SCOT. Alors, le SCOT de l'Arajois, parce que je préside ce SCOT de l'Arajois, par exemple, rassemble 218 communes sur 3 intercommunalités. Et donc, l'idée, c'est bien d'avoir une vision globale du bassin de l'Arajois, tant physiquement que humainement, pour que nos décisions aient davantage de sens. Donc, le SCOT reste à un niveau, je dirais, d'orientation partagée, donc bien sûr diagnostic, parce qu'on ne peut pas envisager d'adopter une stratégie sans un diagnostic, et puis après, c'est là que commence le travail le plus délicat, c'est bien d'établir une stratégie commune pour l'ensemble du territoire, les grandes orientations, de les négocier et de les partager. Donc ça, c'est vraiment le travail qui est fait dans chacun des SCOT. Alors, du coup, je vous laisse. Comment on travaille. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit très bien par François Thomazeau, par Madame. C'est-à-dire que les objectifs, le constat global, on le partage. Et je pense que la Fédération des SCOT le partage, de même qu'elle partage les objectifs de la loi climat et résilience en termes de sobriété foncière. Notre travail, nous, c'est de le transformer dans le local, en analysant bien, d'où le diagnostic, notre territoire, et en prenant des orientations. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Je dirais quasiment tout, quasiment tout. On va regarder, bien sûr, traditionnellement, les questions économiques. Où implante-t-on l'industrie, mais aussi le commerce, l'habitat? Quel type d'habitat? Comment? Densité? Pas densité? Jusqu'où va-t-on? Et voyez bien que dès qu'on parle de ces sujets-là, le SCOT paraît parfois très loin, mais dans la traduction réglementaire que ça va amener dans le cadre des PLU, on va affecter les gens de façon très forte, et que parfois on peut avoir aussi des réactions fortes, négatives ou positives, mais que l'adhésion de nos populations est une question extrêmement importante. Alors les mobilités, l'eau, les espaces naturels, l'énergie, la gestion des risques, tout ça doit être intégré. Et effectivement, je pense que... Alors, l'eau, ça paraît... oui, ben, l'eau, l'approvisionnement en eau, mais la sécheresse et l'eau de l'agriculture et l'eau de l'industrie et l'eau de l'inondation. Bon, allez, je prends un exemple dans le Pas-de-Calais, Saint-Omer, château d'eau du Pas-de-Calais. Bah, vous avez entendu l'année dernière l'importance des inondations. Bah, aujourd'hui, ils ont un autre problème, c'est que Dunkerque, qui se développe économiquement, veut l'eau de Saint-Omer. Et en même temps, les agriculteurs qui sont en amont, ils veulent garder l'eau de la nappe parce qu'ils veulent irriguer et parce qu'ils veulent arroser. Et qu'en ce moment, les arroseurs fonctionnent à plein. Et vous voyez, c'est toutes ces questions-là que très concrètement, il faut se poser. J'y rajouterai les coulées de boue. Parce qu'aujourd'hui, dans la région, ce qui est le plus rentable, c'est la pomme de terre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez les champs de pommes de terre, ça fait de belles rigoles. Et si jamais ça a été fait dans le sens de la pente, au premier orage, et on a de plus gros orages,
tout ça arrive au milieu du village avec des conflits, des difficultés. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut prendre en compte, analyser le territoire. Alors j'ai pris l'eau, mais j'aurais pu prendre d'autres sujets. C'est les analyser et se demander quelles sont les actions prioritaires et les partager. Alors, les partager en termes locaux, c'est-à-dire qu'un SCOT doit être approuvé par chacune des communes. Alors, vous voyez, moi, il y en a 218, donc 218 conseils municipaux devront l'approuver, avec les conséquences très, très concrètes, terrain constructible, pas constructible, contraintes, etc. Et doit être approuvé, et au-delà, la population. Donc, on est vraiment à l'articulation, je dirais, de ce travail descendant et remontant, et on essaie d'avoir de la négociation, le maximum de négociation. C'est un vrai lieu de travail assez en profondeur, de manière à arriver ensemble, à avoir une vision harmonieuse et efficace du territoire. Merci beaucoup. Thibault Guigues. La métropole de Savoie que vous présidez est porteuse aussi d'un SCOT. Donc je pense que ça doit beaucoup vous parler, tout ce que nous explique Françoise Rossignol. Vous dites que les questions climatiques étaient déjà très présentes dans le scope que vous avez élaboré il y a plusieurs années, mais que maintenant, il est temps de changer de modèle pour aller vers un modèle plus centré sur l'adaptation, la résilience. Expliquez-nous l'évolution de ce modèle que vous êtes en train d'opérer. Bonjour, merci. Bonjour. Je vais faire quelques petites corrections là, sur le document que vous projetez là, derrière nous. Métropole Savoie donc, est en effet un syndicat mixte gestionnaire de SCOT. Je ne suis pas président de la communauté d'agglomération Grand Lac au singulier. Il n'y a qu'un lac, le plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France, qui s'appelle le lac du Bourget. J'en suis le vice-président. Et à mon nom de famille, il y a un petit U entre le deuxième G et le E. Voilà. Oui, donc en effet, le Métropole Savoie est un territoire engagé sur la question de l'interterritorialité, parce que c'est de ça dont il s'agit et dont a très bien parlé Françoise. Elle l'est depuis longtemps. Le syndicat mixte, il a été créé au début des années 90 dans un territoire qui est un territoire un petit peu particulier, Aix-les-Bains, Chambéry, si vous situez un petit peu. Ces deux villes-centres, en réalité, qui sont à moins de 15 km d'écart de mairie à mairie, et qui, une, a été un centre politique, administratif, centre de l'évêché et historiquement, même avant, capitale du royaume de Piémont-Sardaigne, et l'autre qui a été un centre de loisirs, avec une attractivité propre, et deux communes qui n'ont jamais eu véritablement d'interaction forte malgré leur proximité. Et donc, mécaniquement, ça a donné historiquement deux EPCI posés l'un à côté de l'autre, en plus avec des trajectoires politiques relativement différentes, et donc une obligation dès la fin du XXe siècle de travailler cette question de l'interterritorialité, de le travailler ensemble, de le travailler sur des aspects de développement économique, sur des aspects d'aménagement, mais aussi, vous avez évoqué l'eau, de le travailler notamment sur la question de la gestion de bassins versants qui était partagée entre les deux. Et donc, le premier SCOT approuvé chez nous, il date de 2005, c'est-à-dire que c'est tôt, puisque c'est le troisième SCOT approuvé en France, et le SCOT actuel, il a été approuvé en février 2020, juste avant les élections municipales. Donc, il a déjà, en février 2020, c'est pas le premier, c'est une révision. Les grands enjeux couverts par les SCOT, tels que décrits par Françoise, ont été pris en compte, et donc il a pu se projeter moins sur des questions de changement climatique que sur des questions d'environnement déjà, et notamment d'un point de vue purement urbanistique. Le SCOT, il n'est pas construit comme là où on peut construire, mais il a été construit comme là où on ne peut pas construire. C'est-à-dire qu'on a identifié tous les endroits qu'on voulait protéger à l'intérieur du territoire d'un point de vue géographique, et ensuite on laisse la liberté aux EPCI dans le déploiement de leur PLUI et aux communes dans le déploiement de leurs documents municipaux, en fonction des consommations foncières, de pouvoir s'établir. Alors comment on fait pour aujourd'hui rentrer cette question de l'adaptation au changement climatique, et plus largement d'ailleurs notre propre travail pour essayer de produire moins de carbone à l'échelle de notre territoire? Eh bien, on le fait d'abord au travers d'un certain nombre de projets qui ne sont pas directement liés au SCOT. Vous avez aujourd'hui des ambitions TEPOS, des PCAET, ce qui est un peu
sous-jacent depuis tout à l'heure, c'est qu'on voit la multitude, l'immensité de ce sujet. Il est explosé entre divers politiques publiques, et comment on fait pour arriver à mettre de l'unité, à mettre de la cohérence. Alors, on a pu voir tout à l'heure l'enjeu de la cohérence multiscalaire, c'est-à-dire comment on fait à différentes échelles, mais il y a déjà besoin, avant ça, d'être capable de mettre de la cohérence à l'intérieur même de notre politique publique locale. Le SCOT est un bon outil pour ça, parce que comme l'a très bien expliqué François, vous avez la logique de hiérarchie des normes qui fait que, d'une certaine manière, il est extrêmement prescripteur de documents opérationnels, et donc il est un vrai outil pour les homogénéiser. Alors comment on travaille, nous, aujourd'hui, sur cette question ? Eh bien, on s'est posé la question de est-ce que le développement projeté par nos prédécesseurs, notamment en termes démographiques, est un développement soutenable pour notre territoire ? Est-ce que notre territoire, il peut soutenir cela? On a toujours imaginé ce développement au travers de combien il va falloir de construire de logements, quelle forme urbaine des logements, est-ce qu'on a de quoi accueillir les emplois? Là, cette fois-ci, c'est de se poser la question, est-ce que ça, c'est soutenable en termes de consommation foncière? Est-ce que c'est soutenable en termes de ressources en eau, à la fois pour nourrir les gens, mais comme l'a très bien dit Françoise, pour tous les sujets qui sont liés à ça? Est-ce que c'est soutenable en termes de biodiversité? Est-ce que c'est soutenable par exemple sur la gestion des risques? Et quand on est dans un univers de montagne, on a des risques décuplés entre le feu de forêt, les coulées de boue, l'inondation, et vous avez pu voir ce qui s'est passé là en Suisse aussi lié aux glaciers. On a une multitude de risques, donc comment on les intègre là aussi dans notre dispositif. Et cette étude soutenabilité, elle vise surtout à nous montrer qu'on a, mais c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, des conflits de soutenabilité. C'est-à-dire que tout, si on veut que ce soit soutenable de se développer demain, on ne va pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire le modèle d'avant qui consistait à imaginer comment on allait se développer avec un grand D de manière un peu absolue, c'est terminé. Il va falloir arbitrer et considérer que gouverner, ça n'est plus choisir, mais que gouverner, en partie, c'est renoncer aujourd'hui. Et à quoi allons-nous renoncer? Et notre objectif, à travers cette étude, c'est de pouvoir préparer une future révision du SCOT et donner des moyens aux élus des territoires pour, demain, arbitrer ce sur quoi ils vont devoir renoncer. Et il va falloir aussi trouver une solution pour aller chercher de l'adhésion à ces renoncements, parce que le politique a encore une vision très importante dans le regard des habitants, des citoyens aujourd'hui. Souvenez-vous la phrase de Jospin, l'État ne peut pas tout. Il y a encore cette idée que l'État, le gouvernement des choses peut tout. Or aujourd'hui, ce qu'on doit pouvoir dire, c'est non. Non, on ne peut pas tout. Et ce qu'on va devoir faire, c'est renoncer. Mais donc, notre rôle de représentant, c'est avec vous d'arbitrer ces renoncements. Il faut changer de regard à la fois pour nous élus, mais aussi de faire que celles et ceux que l'on représente, eux aussi, changent de regard sur le rôle de la gestion des choses publiques demain. Merci Thibault. Juste avant de vous donner la parole, Karine, Françoise Ancienne, vous vouliez réagir sur les questions d'adaptation, d'atténuation très rapidement parce qu'on a pris beaucoup de retard déjà. Nous aussi, on est dans un SCOT qui travaille. Bon, ça fait 50 ans qu'on travaille ensemble. Bon, et jusqu'à présent, alors on est dans les Hauts-de-France, mais c'est pour ça que peut-être on travaillait essentiellement sur l'atténuation. On avait un SCOT Grenelle. On avait déjà travaillé la sobriété parce que résilience alimentaire, etc. On travaillait beaucoup sur les énergies renouvelables, etc. Donc vraiment atténuation. Et on avait pris des règles parfois qui étaient que une baie devait se trouver obligatoirement au sud, donc pour qu'une maison, tant de mètres carrés exposés plein sud. Sauf que quand sont arrivées les canicules, on s'est aperçu que finalement nos bâtiments et nos règlements n'étaient pas adaptés. Et donc c'est la première fois que, puisqu'on est obligé, on avait terminé notre SCOT en 2019, donc on est amené à le retravailler, et c'est pour la première fois que l'on va vraiment examiner les questions d'adaptation. Parce qu'on jusqu'à présent, on se disait, dans le nord, on aura un peu plus chaud, un peu moins de pluie, et maintenant on commence à réaliser qu'effectivement, c'est pas ça qui va se passer et qu'il faut introduire l'adaptation. Et je m'aperçois bien qu'en allant dans d'autres régions, j'étais à Avignon il n'y a pas très longtemps pour travailler sur des questions de mobilité, et dans le Midi, ça devient une obsession. Et nous, on commence vraiment à l'intégrer. Et je crois que ça, c'est un grand changement puisqu'on parle d'adaptation. Alors,
Maintenant, on va en parler parce que ça touche de toute façon tous les secteurs, l'aménagement, l'urbanisme. L'AFNO, Karine Hurel, accompagne les agences nationales d'urbanisme dans les nouvelles trajectoires. Concrètement, comment les agences de l'urbanisme participent aux stratégies d'adaptation ? Alors, merci beaucoup. L'AFNO représente les agences d'urbanisme. Après, elles font plein de choses toutes seules en réalité. Elles sont 52 sur le territoire et elles représentent des territoires qui sont très diverses, avec des agences ultramarines qui sont confrontées depuis longtemps à ces problématiques d'adaptation, et puis des agences métropolitaines ou des agences sur des plus petits territoires. Moi je vais essayer de répondre, mais en fait, en vrai, je n'ai pas la réponse, donc je vais plutôt commenter les propos et peut-être débattre, si on a un tout petit peu de temps, sur ce sujet de l'adaptation des territoires au changement climatique. Comment on fait ? Eh bien, et j'ai l'impression, et les agences s'y emploient, mais les SCOT aussi, les territoires aussi, et on en a parlé beaucoup ce matin en réalité, avec des pointillés, des fois directement et des fois un peu moins, c'est le changement de nos représentations. Les agences d'urbanisme, elles font ça, elles accompagnent les acteurs à changer nos représentations. Françoise vient de le dire, dans le Nord, on n'avait pas en tête qu'il fallait changer notre orientation parce qu'on se disait que finalement, il avait fait un peu plus chaud, et je pense qu'on se disait, c'est pas plus mal. S'il fait un petit peu plus chaud, allez, nous, c'est pas très grave, ça ira. En réalité, on a énormément de mal à se projeter sur ce que ça veut dire. 2100, c'est loin. Mais en fait, c'est près. C'est extrêmement près. Alors, je faisais un calcul dans le métro ce matin en me disant, alors 2100, moi, je ne devrais pas le voir. Mais mon fils, en fait, en vrai, il aura 80 ans. Et puis, peut-être que s'il a des enfants, ils auront 40 ans. Et peut-être qu'il aura des petits-enfants aussi, qui auront une dizaine d'années, c'est-à-dire l'âge qu'il a aujourd'hui. En fait, c'est demain, 2100. Et donc, c'est vrai, quand on dit ça, nos responsabilités, elles sont incommensurables, parce qu'on se dit, bah mince, toutes nos actions vont être liées à ce qui va se passer aujourd'hui pour demain. Et demain, c'est vraiment très, très proche, parce que ça va impacter notre quotidien de personnes que l'on connaît aujourd'hui, et pas juste une hypothèse de personnes qu'on ne connaîtrait pas. Et on en entend encore des acteurs qui disent, on s'en fiche, on ne le verra pas de toutes les manières. Et puis, on aura un petit peu plus chaud, c'est pas plus mal. Et puis effectivement, on a parlé de l'ours polaire qui nous enquiquine. Enfin, on a besoin de changer nos représentations et on a besoin de mettre les acteurs autour de la table pour parler de ça. Je pense que l'immeuble Signal, c'est anecdotique, il faut arrêter de le montrer parce qu'en fait, on a l'impression, oui, bah lui, il était vraiment trop près de la côte. C'est normal qu'il se casse la figure. Non, il y a plein de choses qui vont se passer et il faut le documenter très clairement, et pas que avec des catastrophes, mais aussi avec ce que ça veut dire. Donc, changer nos représentations, la prospective, et l'illustrer très clairement et l'incarner, c'est un rôle important dans la planification pour comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui pour demain, mais demain, juste vraiment demain, pas juste dans quelques heures en réalité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand on fait de la planification, alors c'est un process en réalité. Donc, si je n'avais pas ce rôle de représenter un peu tous les territoires avec les agences d'urbanisme, et si j'avais été une urbaniste qui fait de la planification avec des documents, il vous aurait certainement expliqué que les documents doivent être ajustés, qu'ils peuvent être bloquants, ou il y a plein de choses probablement qui ont été dites et qui sont intéressantes, qu'il faut regarder. Mais moi, ce que je vais vous raconter, c'est qu'un document de planification, c'est un processus. On l'a dit, hein, c'est un processus pour comprendre les acteurs, pour se représenter dans le futur et aujourd'hui, mais c'est aussi des données. On l'a esquissé avec le BRGM, avec le PNAC, avec plein de choses, c'est des données. La difficulté de ce dérèglement climatique, c'est qu'il est planétaire, et il est micro-local. Et les données que l'on a aujourd'hui, eh bien, il faut les fabriquer avec ces échelles, avec cette interterritorialité qui fait que eh bien, ce qui se passe à un endroit n'est pas indépendant de ce qui se passe à un autre. Et qu'aujourd'hui, notre système statistique français, il est extrêmement bien armé pour s'intéresser aux transformations économiques et sociales. En revanche, il est très peu armé pour s'intéresser au dérèglement climatique à des échelles micro-locales. Je sens que Thibaut n'est pas d'accord. Et du coup, c'est pas un renoncement, pour en finir, comme ça je lui passe la perche, c'est pas un renoncement, c'est une redécouverte. Redécouvrir de la donnée, de l'information, des sols, de la biodiversité, des pratiques qui sont diverses. C'est pas renoncer à des choses qu'on pourrait perdre, mais c'est bien imaginer une autre façon de faire avec des données dont on a besoin à différentes échelles.
Alors, rapidement, Thibault. Désolé, moi, je suis un peu dictatoriale. Moi, je ne suis pas trop dans la concertation, pour le coup. Non, mais on est d'accord. Je fais de la politique, donc on est toujours d'accord. Non, mais on est d'accord. Je hochais la tête sur les données. Je pense qu'il y a à la fois la disponibilité des données sur les questions environnementales, elle est quand même très importante. La différence par rapport aux données socio-économiques, c'est que historiquement, on a un État planificateur, que les données socio-économiques, elles datent de la fin du 19e, début du 20e siècle. Elles ont été calibrées il y a très longtemps et elles ont participé à construire l'État dans son modèle weberien et ensuite décliné chez nous, même dans son modèle Providence très centralisateur, et qu'à contrario, les données de terrain, elles aboutissent aujourd'hui plutôt du côté des chercheurs, du côté des agences, elles sont beaucoup plus éclatées, elles sont beaucoup moins centralisées, et les élus que nous sommes, comme les techniciens, ont moins la culture aussi d'aller les chercher. Et donc il y a un vrai enjeu d'arriver à remettre ces données au centre. Et le meilleur moyen de les remettre au centre, c'est l'éditorialisation, c'est-à-dire comment on va les lire. Et donc c'est vraiment lié à cette idée de la projection. Il n'empêche, je pense quand même que sur les renoncements, une fois qu'on va regarder tout ça, on aura du mal à tout faire. Faut-il pas que la question, et c'est plus ce que je ressens de ce que tu dis, faut-il pas que la question soit entre des renoncements d'environnement et des renoncements socio-économiques? Il faut arriver à traverser cette question-là et pas à les opposer comme parfois, malheureusement, nos politiques publiques organisées de manière un peu verticale et en silo nous invitent à le faire au quotidien. Alors, un dernier mot là-dessus, Françoise Rossignol. Allez-y, c'est très, très moi, vite. j'irais complètement dans ton sens. D'abord, les données, c'est extrêmement important. La phase diagnostique, elle est essentielle. Et puis aussi, on a le rôle d'aller rechercher toutes les politiques en tuyau, et combien il y en a, de décrets, de lois et de changements. Enfin, je ne vous parle pas de la loi ZAN, mais on a une loi qui est en application, dont tout le monde nous dit qu'on n'en veut plus, avec une PPL au Sénat et une autre à l'Assemblée. Et puis on nous dit, on prend un peu de temps parce que c'est délicat politiquement. Oui, mais nous, 2027, on doit avoir fait les choix et avoir terminé et avoir des documents qui ont valeur réglementaire. Mais vraiment, une partie importante de notre travail, c'est d'aller chercher toutes ces données et d'en faire quelque chose de cohérent. Alors, forcément, il y a peut-être du renoncement, mais moi, je préfère dire des choix. Et de le voir de façon positive. Mais quel choix fait-on pour notre territoire une fois qu'on a analysé au mieux cette jungle, avec des incertitudes? Et vous le disiez, 2050, on commence à savoir. Plus loin, certainement pas, et même 2050, c'est pas si évident que ça quand on est au niveau micro. Et donc, avec des incertitudes, mais des choix, et des choix cohérents, et dont on essaie d'examiner toutes les conséquences de la façon la plus large possible, avec les aspects environnementaux, mais aussi les aspects sociaux et les aspects d'acceptabilité. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a des crises qui partent d'un coup d'un seul, pas toujours prévu, sur des problèmes d'accessibilité, sur les mobilités, sur le mode d'habitat. On sent bien que ce sont des sujets extrêmement délicats. C'est pour ça que j'insiste aussi dans notre travail, comment est-ce qu'on embarque la totalité de nos conseillers municipaux et au-delà, notre population. Super. C'est absolument essentiel. Vous me faites une magnifique transition, c'est parfait. Justement, comment on embarque? Alors aujourd'hui, pour justement accompagner les territoires dans leur nouvelle trajectoire d'adaptation, les acteurs locaux se réorganisent et ils repensent leur modèle d'action. On va voir ensemble une nouvelle démarche, la démarche TACT de l'ADEME, avec Aude Bodiguel qui doit être avec nous à distance. Bonjour Aude. Bonjour. Bonjour à vous. Super. Alors, merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, vous êtes coordinatrice adaptation des territoires au changement climatique à l'ADEME. La démarche TACT, donc ça signifie trajectoire d'adaptation au changement climatique des territoires. Elle a été lancée par le 3e plan national d'action changement climatique dont nous a parlé tout à l'heure Marie. Elle permet d'élaborer une politique de A à Z qui va du diagnostic de vulnérabilité jusqu'au suivi des mesures, jusqu'à l'évaluation de la stratégie. Est-ce que vous pouvez nous présenter assez rapidement, j'en suis désolée, cette nouvelle démarche? Merci. Alors, merci pour l'invitation. Pour ne pas perdre de temps, je vous propose de passer à la slide suivante.
Je commencerai en vous disant qu'effectivement, la démarche n'est pas née en 2018, n'est pas née avec le PNAC 3, mais en 2018, donc ça fait un certain temps qu'on la déploie. Si je pouvais imager la chose, hein, c'est un outil, c'est plus qu'un outil, c'est une démarche. Pourquoi ? Parce que en passant par une image, si vous voulez construire une maison et que je vous apporte un outil, c'est utile, mais ça ne vous explique pas comment construire votre maison. Donc on considère que TACT, une sorte de mode d'emploi qui explique comment construire sa démarche. Et comme vous le disiez, on va du diagnostic, très important, et ça a été souligné, en passant par la stratégie que nous appelons trajectoire d'adaptation, jusqu'à plan d'action, évaluation et suivi évaluation de ce plan d'action. Alors comme on n'imagine pas construire sa maison sans outils, il y a évidemment plein d'outils qui peuvent exister. On en cite quelques-uns ici, souvent très spécialisés, soit pour sensibiliser, soit pour aller chercher des données, ici climatiques, il y a des données, des bases de données pour le socio-économique. Je vous parlerai un peu plus tard de Facilitac, il y a des formations, il y a des guides, il y a tout un tas de choses, pas que des produits ADEME, bien évidemment, il y a plein d'acteurs qui sont là pour vous accompagner. Et tout comme on construit généralement pas sa maison seule, on a besoin de s'entourer de personnes qui ont diverses compétences. On parlait Marie a évoqué le côté systémique. Il va falloir aborder beaucoup de sujets, regarder les interrelations les unes avec les autres. Donc, à aucun moment, on imagine mener une démarche TACT en étant un chargé de mission tout seul derrière son ordinateur. C'est construit comme étant vraiment une démarche collaborative à mener, à minima avec des services tiers de la collectivité, mais également avec des partenaires externes à la collectivité. Je vous propose de changer de slide. Donc, comment on réussit ce tour de force d'avoir une méthodologie qui puisse s'adapter à différents contextes de collectivité? C'est parce qu'on se situe au niveau méthodologique, en fait. On construit sa maison de la même façon qu'on soit à la campagne, à la montagne, sur le littoral. Donc, au niveau méthodologique, on peut se permettre d'avoir une démarche unique. C'est dans la mise en œuvre, j'y reviendrai avec Facilitact, qu'on peut avoir des différences. Pourquoi cette démarche ? On a parlé de nécessité de collaborer entre acteurs, il faut animer, il faut monter en compétences, parce que parfois cette notion même d'adaptation est encore difficile à appréhender. Être autonome, c'est vraiment absolument essentiel. C'est un sujet malheureusement qui débute dans les politiques publiques, mais qui ne va pas s'arrêter sitôt. Et c'est un moyen de discuter collectivement, on en a parlé, de ce à quoi on la tient et qu'on veut absolument préserver. Et en parallèle, ce à quoi il va falloir renoncer, bien évidemment. Enfin, très rapidement, sur la slide suivante, je ne relirai pas tout, vous pouvez faire les clics suivants. Dans les valeurs, anticipation, je pense que Marie Carriga a été extrêmement claire sur le sujet. Dans les principes d'action, je retiendrai itération. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on est certes dans un domaine de planification, mais à aucun moment il faut se dire ça y est, j'ai fait mon plan d'action et puis je me réveille dans 6 ans ou dans 10 ans à la fin de mon document de planification pour le mettre à jour. Non, on reste attentif à ce qui se passe sur le terrain, que ce soit des évolutions climatiques qu'on n'avait pas prévues ou des évolutions socio-économiques pour éventuellement remettre l'ouvrage sur le métier et réorienter, ne pas s'enferrer dans des bouts de trajectoire qui seraient sans avenir. Sur les savoir-faire, on en a parlé, accepter l'incertitude, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions sans être absolument certain de ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. J'essaye d'aller vite, j'en suis désolée. Non, je vous remercie. C'est moi qui suis désolée. Facilitact, donc un nouveau service vraiment orienté sur la mise en œuvre de TACT et donc qu'on définit comme un service pour accompagner les collectivités pour une meilleure compréhension de leur vulnérabilité aux impacts du changement climatique. Alors très concrètement, slide suivante s'il vous plaît.
On considère que parce que les effets du changement climatique se font ressentir à un niveau local, ce serait logique de trouver des collectivités déjà engagées dans la mise en œuvre d'actions à la hauteur de leurs enjeux. Ça n'est pas souvent le cas. Pourquoi ? On estime qu'on a des diagnostics de vulnérabilité qui sont relativement génériques et désincarnés. Alors pour nous, c'est quoi ? C'est une opportunité ratée de compréhension, de partage, d'appropriation de ces enjeux du changement climatique au niveau local. Madame Rossignol en avait parlé. Et à côté de ça, on a des chargés de mission climat qui sont censés travailler sur le sujet et qui sont relativement bloqués, qui peinent à embarquer, que ce soit leurs collègues, parfois leurs élus et les partenaires de la collectivité. Alors pourquoi, avec Facilitact, on met cet accent sur le diagnostic ? C'est parce qu'on estime que, après, c'est trop tard. Si on ne s'est pas mis d'accord sur les niveaux de gravité d'une situation, ça va être très compliqué de tomber d'accord sur l'ampleur ou le périmètre des actions qui seront à mener, qu'on étudiera plus tard avec la stratégie et le plan d'action. D'où notre questionnement sur comment aider les collectivités à créer ce mode de discussion. Alors notre solution, c'est d'avoir une vision territorialisée du problème climatique. Alors là, il y a eu un problème de slide. Vision territorialisée du problème climatique avec des données socio-économiques et environnementales, on vient de les évoquer. Nous, on va chercher des données au niveau national. Par exemple, nous sommes en période de canicule, on peut vous apporter une donnée sur précisément le pourcentage de votre population âgée de plus de 75 ou de plus de 80 ans. Ça ne vous empêchera pas, bien évidemment, d'aller chercher au micro-local ces personnes âgées. Vivent-elles isolées, que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue géographique, très concrètement. Donc d'en savoir plus sur leurs conditions de vie, de vous rapprocher des services sociaux, etc. Pour en savoir plus et être plus pertinent par la suite dans les actions à mener. Donc, nous, on apporte un premier niveau de connaissance sur ces données socio-économiques. On a également le patch 4 degrés, qui était une mesure, la mesure 23 du PNAC 3 évoquée par Marie Carrega, donc qui est destinée à fournir une indication sur le niveau d'aggravation de 5 aléas climatiques précisément sur votre territoire. Donc ça existe pour les communes et les EPCI. Et ça permet d'apporter cette vision très long terme. Donc c'est basé sur des données qui prennent en compte la trajectoire de réchauffement, donc des données à 2100. Et on est capable de vous dire si l'ampleur de l'évolution est très grave, moyennement grave, faiblement grave. Malheureusement, ça arrive plus rarement. Bon, le document, je suis désolée, on n'est pas raccord avec la présentation. La solution permet également une meilleure compréhension de la composante systémique de l'adaptation. J'ai bien noté que c'était un terme qui faisait peur et que Marie Carrega ne souhaitait pas qu'on l'utilise. Mais notre raisonnement, c'est bien de combattre les raisonnements en silo. On se situe dans un cadre structuré et reconnu, c'est bien la démarche TACT avec laquelle j'ai commencé la présentation et qui est reconnue dans le PNAC 3. Et enfin, nous avons, dernier clic, une communauté de pratiques qui nous permet de rassembler des chargés de mission qui travaillent spécifiquement sur l'adaptation. Et notre défi en tant que nouveau service, c'est bien de faire du diagnostic un outil d'acculturation pour les territoires, leur permettant d'engager des médiations qu'on espère durables avec les acteurs de leur territoire. Et nous avons la certitude que c'est actuellement la brique qualitative manquante pour en finir avec les stratégies standardisées qu'on voit actuellement, notamment dans les plans climat. Voilà, dernier clic. Si vous avez des questions, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de les traiter, mais vous avez en dernière page mes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers nous à l'ADEME pour poser vos questions. Merci beaucoup, Aude. Merci. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui, je vois qu'il y a une question. Ou dans le chat également. Est-ce que... Alors, attendez, vous n'avez pas de micro. Est-ce que... Oui, on vous amène un micro. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Diane Despois, urbaniste. Moi, j'essaye de rassembler mes idées pour être courte.
Moi, j'ai une question par rapport aux élus, justement. On parle beaucoup de conflits d'usage pour les habitants, mais est-ce qu'il y aurait-il pas un conflit d'usage pour les élus aussi ? Je vous laisse définir quel conflit ça pourrait être. Et du coup, quand il y a conflit, souvent on dit qu'il faut partager la responsabilité. Et là, peut-être que la question de la médiation peut être mobilisée, et de la médiation à travers les citoyens. Et là, j'en viens à mon idée aussi de démocratie contributive et de vitalité sociale des habitants. Et en fait, quels est justement pour vous les outils, en tout cas les modalités d'association des habitants à cette décision, à ces choix, parce que je trouvais ça très juste de parler de choix et non pas de renoncement pour avoir un futur plutôt désirable qu'un futur qui fait peur et qui peut justement provoquer des mouvements de non-acceptabilité de ces mesures. Merci beaucoup. Alors, qui veut répondre rapidement encore? C'est mon mot du jour. Il y a 2 questions en une. Sur la deuxième, j'ai envie de vous dire, si on savait, on le ferait déjà. Voilà. Et qu'on a un vrai problème. Je pense qu'une part de ce problème, c'est qu'il faut aussi se dire, ce qu'on a du mal à se dire de plus en plus, c'est que le monde dans lequel on vit est un monde fragmenté, et que donc on peut plus s'adresser au public, au pluriel, de la même manière à chacun des publics. Et que donc on est plutôt dans une multiplication de dispositifs si on veut arriver à toucher une multiplication de personnes. Sauf que dans une collectivité, ça veut dire que ce que vous allez mettre en communication doit être de plus en plus important, aussi bien en ingénierie qu'en dépenses. Et c'est pas nécessairement l'état d'esprit quand vous faites un budget aujourd'hui, en contexte serré, où vous avez plutôt envie de dépenser en investissement, de dépenser pour faire, de dépenser pour de l'utile. Et là, vous avez un premier conflit. Sur la première partie, ça me permet de répondre à la question du renoncement et de choisir. Le renoncement, dans mon état d'esprit, a quelque chose de métapolitique, et ça revient peut-être à vos conflits d'usage. Je pense que le politique, aujourd'hui, il s'engage beaucoup, non pas pour renoncer, mais il s'engage pour cheffer, il s'engage pour décider, il s'engage parce qu'il a une vision du monde, parce qu'il veut changer le monde. Je pense que le politique demain, il est plus un passeur, il est plus un médiateur, il est plus quelqu'un qui arrive à faire discuter les gens, à faire discuter les acteurs, à les faire se partager. Et donc pourquoi je parle de renoncement? Parce que je pense que le politique, il doit aussi renoncer d'une certaine manière à des formes politiques antérieures qui étaient beaucoup plus verticales. Voilà. Françoise Rossignol, vous vouliez compléter? Oui, les conflits. Hier, j'avais une réunion sur ma commune. Dans la commune d'à côté, ils veulent réhabiliter une friche. Mais comme la friche est restée longtemps en friche, elle a augmenté de qualité en biodiversité. Donc aujourd'hui, pour construire les logements dont elle a besoin, on lui demande de la compensation. Et moi, sur mon territoire, j'ai de la terre agricole qui va être transformée dans un écoquartier, parce que loi SRU, etc., je dois construire. Et la question se posait, est-ce que je pourrais donner une partie de ma terre agricole pour faire de la compensation, et donc de transformer de la terre agricole en espace naturel, clos, etc., travailler? Est-ce que c'est l'esprit de la loi? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et on voit bien des contradictions, parce que chez nous, ou bien c'est de la terre agricole, ou bien c'est de la friche. Quand on trouve de la friche, effectivement, les friches, elles sont friches depuis longtemps. Donc la nature a repris ses droits. Donc quand vous faites une étude faune-flore sur une friche, c'est beaucoup plus riche que sur de la terre agricole. Moi, chez moi, on ne va rien trouver. Chez moi, on ne va rien trouver. Et donc, ce type de contradiction, et là, on va aller voir les services de l'État, qui ont eux-mêmes une politique sur cette question. Et alors, il y a ce premier type de difficulté, je dirais, administrative et réglementaire, parce qu'au bout du compte, on doit établir des règles qui sont opposables et pour lesquelles on est responsable. Il peut y avoir des conséquences financières énormes. Donc on est quand même bien dans ce contexte-là. Et puis après, avec la population, alors on voit bien que toutes les consultations institutionnelles, ça marche très très peu. Bon, s'il y a quelques associations, etc., ça marche très très peu. Les conflits arrivent au moment où les personnes se sentent concernées. Alors tout le monde est pour les modes doux. Tout le monde est pour les modes doux. Il n'y a pas de problème, tant que vous restez là. Quand vous voulez faire passer une voie cyclable à l'arrière des jardins, ça devient beaucoup plus compliqué.
On vous dit, bah oui, mais il ne va pas y avoir des vélos, il va y avoir des mobylettes. Non, effectivement, faire passer le vélo, la poussette, 4 enfants de l'assistante maternelle et pas laisser passer la mobylette ou le scooter, voilà, c'est ce type de problème auquel après on se trouve confronté. Et là, il faut discuter avec... il faut essayer au maximum, mais c'est extrêmement chronophage. C'est extrêmement difficile. Et comme toi, si on avait la solution... Eh ben, alors, il y a une chose, un dernier mot, François, s'il vous plaît. Plus on éloigne, plus le document est loin du concret, et moins il y a de participation. La participation, elle est très très forte et très motivée quand c'est vraiment très proche. Et c'est là que c'est parfois un peu compliqué, parce qu'il y a des décisions majeures qui ont été prises en amont. Jusque-là, les gens vous ont dit « on vous fait confiance ». Finalement, on vous a élu, on vous fait confiance. Et puis après... Ah oui, mais ça veut dire ça concrètement. Là, il faut retourner un peu sur le terrain. Bon. Donc, c'est un travail au quotidien. On avait une dernière question dans le chat, alors vraiment très très vite, on va essayer de la prendre quand même. Alors, elle concerne aussi la première table ronde. C'est pour savoir si la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique à plus 4 degrés va-t-elle devenir opposable aux documents d'urbanisme comme le SCOT ou le CET. Alors... Peut-être que Marie, oui, tu peux passer le micro à Marie, s'il te plaît, merci. Réponse très courte pour le coup. Oui. Merci, oui. Oui. Voilà. Super. Voilà. J'adore les réponses comme ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, vraiment. Désolée d'avoir dû écourter les échanges. Et j'invite, pour dire un petit mot de conclusion, à mes côtés, Laurence Roux, référente du plan d'adaptation au changement climatique à la Banque des Territoires. Un petit mot de fin, Laurence. Alors, je vais dire merci à nos intervenants. Je crois que le micro est éteint, oui. Alors, merci à toutes et à tous, merci à tous nos intervenantes et nos intervenants, merci à ceux qui ont suivi. Si je devais retenir quelque chose, on voit bien qu'il faut penser temps long, mais sans s'oublier de penser à temps court, et que le temps court n'insulte pas l'avenir et laisse le champ des possibles ouvert pour la suite. Ça va demander d'innover. Nous, à la Caisse des dépôts, on essaye de se dire que c'est pas que défensif, c'est pas que on va subir, c'est aussi d'ouvrir un nouveau champ des possibles. Et il nous semble important d'y croire et de rester optimiste sur notre capacité à trouver ensemble des solutions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a conçu un plan d'action pour accompagner, aux côtés d'autres acteurs, un plan d'action pour accompagner les territoires dans leur trajectoire d'adaptation au changement climatique. Nous nous retrouvons à partir de septembre pour la suite de ce cycle. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous et bientôt bon appétit. Merci beaucoup.